Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du jeudi 18 juin 2026. À la une de l'actualité de ce soir, une jeune fille de 17 ans a été enlevée hier soir à Ivoulinirei, à Nouzbé. Quelques minutes après l'avoir kidnappée, les malfaiteurs ont réclamé une rançon de 20 millions d'ariars à sa famille. Les habitants du quartier se sont lancés à leur poursuite tandis que la police est également intervenue. La jeune fille a été libérés, mais les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite. L'un d'eux aurait été blessé et les recherches sont actuellement en cours. Reportage de Anienne Martina Inzarangienso. C'est dans cette ruelle que les malfaiteurs ont emmené la jeune fille de 17 ans. Fille d'un conducteur de taxi-bicyclette et d'une commerçante tenant une épicerie à Ivoulinirei, à Nouzbé. L'enlèvement s'est produit alors qu'elle venait de fermer la petite boutique et s'apprêtait à rentrer chez elle. Les 3 enfants de la famille ont été retenus par les malfaiteurs qui étaient armés. L'un d'eux a toutefois été relâché en premier et c'est lui qui a alerté ses parents ainsi que ses voisins. C'est à ce moment-là que l'agitation a commencé aux alentours de 20 heures. Poursuivis, les malfaiteurs ont pris la fuite avec la jeune fille de 17 ans après avoir relâché le 3e enfant qu'ils retenaient. Hadji, l'oncle des enfants enlevés, faisait partie de ceux qui ont poursuivi les malfaiteurs cette nuit-là. Il était encore en communication avec le père de la jeune fille quelques minutes après l'affrontement avec la police à Nouzbé. Les malfaiteurs ont réclamé 20 millions d'ariars aux parents de l'enfant peu avant cet affrontement. Une somme que la famille ne possédait pas. Pendant les 3 heures qu'a duré cet événement, la famille a vécu dans l'angoisse et l'inquiétude. Lors de la poursuite dans les ruelles sombres d'Anouzbé et d'Ambilanbé, les malfaiteurs ont réussi à s'enfuir. Selon les informations communiquées par la police, l'un d'entre eux aurait été blessé par balle. Une opération de recherche est actuellement en cours et l'affaire est entre les mains de la brigade criminelle. Plusieurs quartiers connaissent encore actuellement des coupures d'électricité. Selon les plaintes des usagers, ces interruptions entraînent des pertes pour les travailleurs indépendants dans l'activité dépend de l'utilisation de l'électricité. Reportage de Radramananzatouv et Nzarangienso. Ad est père de famille et travaille dans un garage. Son lieu de travail subit encore souvent des coupures d'électricité, une situation qui lui occasionne des pertes. Selon lui, la cause de ces coupures n'est toutefois pas clairement connue. Plusieurs Fukuntan auraient également été touchés par des interruptions ces derniers temps. Si dans certains quartiers, les coupures durent environ 1 heure, dans d'autres endroits, elles peuvent s'étendre sur plusieurs heures selon les plaintes exprimées par des clients sur les réseaux sociaux. Et face aux plaintes des clients, la Jirama a publié un communiqué indiquant qu'il ne s'agit pas encore de délestage, mais de simples coupures de courant. Selon le communiqué de la Jirama, aujourd'hui, l'arrivée de la saison sèche qui entraîne une baisse du niveau d'eau indécalé est la cause de ces coupures d'électricité. Poursuivons les actualités de ce jour dans la page économique. Au total, 141 entreprises en zone franche verront leur statut d'entreprise franche retiré par l'État à Madagascar. Le ministère de l'Industrialisation et de la Promotion du secteur privé a indiqué hier que ces entreprises ne répondent plus aux exigences liées à ce statut en raison du non-respect de la loi et du non-paiement des impôts, entraînant ainsi des pertes pour les caisses de l'État. Si le ministre affirme qu'il ne s'agit pas d'une fermeture, mais d'un changement de statut régissant ces entreprises. Les conséquences éventuelles pour les travailleurs de ces centaines d'entreprises restent toutefois encore inconnues. Et l'État envisage de supprimer la franchise sur les ravitaillements des navires conformément aux dispositions prévues dans le projet de loi de finances rectificative 2026. Une mesure à laquelle s'oppose le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar. La filière crevette génère pourtant plus de 22 millions d'euros de recettes à l'exportation. Christelle Rakoutumalal nous en dit plus. La filière crevette rapporte plus de 22 millions d'euros en devises et génère près de 22 milliards d'ariars de taxes et impôts pour l'État. Elle crée également plus de 3 000 emplois directs, sans compter les nombreux emplois indirects liés à la transformation et au transport des crevettes dans les ports. Aujourd'hui, les opérateurs du secteur tirent la sonnette d'alarme face à l'accumulation des charges et des coûts qui réduisent leur compétitivité sur les marchés internationaux. Parmi les mesures contestées figure la suppression de l'exonération fiscale accordée à l'avitaillement des navires de pêche dans le cadre de la PLFR 2026.
Cette décision entraînera une hausse supplémentaire des coûts d'exploitation, alors même que le secteur est déjà confronté à l'augmentation du prix du carburant, ainsi qu'à la multiplication des taxes, redevances et autres prélèvements. Selon le GAPCM, 3 entreprises sur 4 envisageraient déjà de réduire progressivement leurs activités, voire de cesser leurs opérations. Une situation qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les exportations, les recettes de l'État et les moyens de subsistance de nombreux au sein de la population. Parmi les régions susceptibles d'être les plus touchées figurent Buen, Sofia, Diana, Menabe, Melak, Atimonjefan, Atnanan, Analanzruf et Ambatsu. Face à cette situation, les professionnels du secteur demandent le rétablissement de l'exonération fiscale sur l'avitaillement des navires de pêche dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026. Dans le code des douanes mis à jour après la LFI 2026, l'article 241 prévoit que certains navires peuvent embarquer en franchise de droits et taxes à l'importation des produits d'avitaillement nécessaires à leur fonctionnement, notamment les combustibles, carburants et lubrifiants. Le texte précise également que les navires affectés à la pêche professionnelle maritime peuvent bénéficier de cette franchise. Dans la suite des actualités, page sociale, l'année scolaire 2025-2026 s'achèvera demain pour les classes intermédiaires. Le taux de réussite des élèves de l'école que nous avons visitée a augmenté selon ce reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal sur les images d'Yves Janel. Les derniers examens de l'année scolaire 2025-2026 pour les classes intermédiaires se sont terminés aujourd'hui. Les enfants sont heureux et satisfaits des efforts fournis durant les 10 mois. La célébration de la fin d'année scolaire aura lieu demain pour cet établissement. En ce mois de juin, consacré à la langue malagasy et aux enfants, ils porteront des tenues traditionnelles. Les classes qui passent les examens nationaux reprendront les cours à partir de lundi. Pour les révisions finales et le renforcement des matières, encore à consolider, explique la directrice Clarisse Ravlouloumanen. L'école encourage les parents à suivre les révisions à la maison, ainsi qu'à soutenir nutritionnellement les élèves qui passent les examens afin de garantir de bons résultats. Et selon les statistiques que nous avons obtenues aujourd'hui, 54 000 ménages utilisent la fibre optique à travers la grande île. La fibre optique fait partie des offres permettant aux foyers d'accéder à Internet et Madagascar figure parmi les pays africains disposant des vitesses les plus élevées pour ce type de source d'Internet. Reportage sur les images recueillies par Nzara Ranjian. Des câbles parcourant plus de 10 000 km sous l'océan et arrivant par les ports de Tolanyar, Madzang, Tuamas et Antsranan assurent le fonctionnement de la fibre optique à Madagascar. Ils traversent ensuite les chefs-lieux de province avant d'arriver jusqu'au foyer, permettant ainsi l'accès à Internet. À l'échelle mondiale, le coût moyen de la fibre optique est de 136 000 ariars, soit environ $30. C'est en Syrie qu'elle est la moins chère avec un prix estimé à 2 700 ariars. En France, les offres tournent autour de 50 000 ariars par mois. À Madagascar, les différentes taxes et impôts liés à la fibre optique sont déjà directement inclus dans le montant payé chaque mois par les clients. Cette offre est par ailleurs soumise à un droit d'accise de 5%, conformément au projet de loi de finances rectificative 2026. Et dans l'actualité sportive, le Portugal a été tenu en échec par la RD Congo sur le score de 1-1 hier, tandis que le Ghana est devenu la deuxième équipe africaine à décrocher les 3 points lors de la première journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde de football. Cette première journée de la phase de groupe s'est également achevée ce matin et le match entre l'Afrique du Sud et la Tchéquie a ouvert la deuxième journée. Reportage de Narsour Azakassan et Michel Rakoutson. La première journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde de football s'est achevée ce matin. Les matchs des groupes K et L ont clôturé cette première journée. Dans le groupe K, la rencontre entre le Portugal et la RD Congo a ouvert les débats. Le match a surpris de nombreux observateurs et son déroulement a fortement rappelé celui de la rencontre entre l'Espagne et le Cap-Vert. Dès la 6e minute, le Portugal a ouvert le score grâce à un but de João Neves. Mais avant la fin de la première période, la RD Congo est parvenue à égaliser par l'intermédiaire de Issa. Dans ce même groupe K, l'Ouzbékistan affronterait également la Colombie. La rencontre a été disputée, mais la Colombie s'est finalement imposée sur le score de 3-1.
Dans le groupe L, la Croatie a ouvert la journée face à l'Angleterre. Le match a été très engagé et à la pause, les deux équipes étaient à égalité de partout. Toujours dans le groupe L, le Panama affronterait les Black Stars du Ghana. Les Ghanéens ont connu des difficultés au cours de cette rencontre, mais dans le temps additionnel, Caleb est parvenu à faire trembler les filets. Ainsi, après la Côte d'Ivoire, le Ghana est devenu le deuxième pays africain à obtenir les 3 points lors de cette première journée de la phase de groupe. La deuxième journée de la compétition se poursuit dès ce soir. Le match entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud est en cours. À 22h, la Suisse affrontera la Bosnie-Herzégovine. Demain, à 1h du matin, le Qatar jouera contre le Canada, puis à 4h du matin, le Mexique contre la Corée du Sud. Poursuivant à présent dans la page internationale, les présidents américains et iraniens ont chacun signé à distance hier soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz et dans le cas de futures négociations à diluer son uranium enrichi en échange de la levée des sanctions internationales. France 24. C'est au château de Versailles, aux côtés d'Emmanuel Macron, que Donald Trump a signé le protocole d'accord avec l'Iran. Quelques instants plus tard, la République islamique confirme avoir fait de même par la main de son président Massoud Pezeshkian. Dans ce plan en 14 points, les deux parties se donnent 60 jours pour aboutir à un accord final, mais Donald Trump semble d'ores et déjà faire des concessions. Parmi elles, Washington s'engage à terme à lever toutes les sanctions qui frappent Téhéran. Dès aujourd'hui, les États-Unis vont d'ailleurs délivrer des dérogations pour les exportations d'hydrocarbures iraniens. Un fonds de 300 milliards de dollars est également prévu pour financer le redressement économique de l'Iran. Les détails doivent être discutés dans les 2 prochains mois. Les Américains mettent également fin à leur blocus des ports iraniens. De son côté, l'Iran doit permettre le rétablissement de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Sur la question la plus sensible, Téhéran s'engage à ne jamais produire d'armes nucléaires. Là encore, 60 jours seront nécessaires pour parvenir à un accord. Mais l'Iran se dit prêt à diluer ses stocks d'uranium hautement enrichi sous la supervision de l'Agence internationale atomique. Le texte approuvé par les deux parties prévoit aussi la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Et l'Iran s'engage à assurer la sécurité du passage des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours uniquement du golfe Persique vers la mer d'Oman et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement et sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours une fois le détroit d'Ormuz déminé. France 24. On se prête à sécuriser et à déminer le détroit d'Ormuz. Ces bateaux démineurs, la Lyre et l'Andromède, sont d'ailleurs déjà à proximité pour se rendre sur zone. L'une de nos équipes a justement pu suivre les plongeurs démineurs de Toulon. Susceptibles de rejoindre le détroit d'Ormuz, ils s'entraînent à repérer et à faire exploser plusieurs types de mines. Simulation en grandeur réelle d'élimination de mines navales, un fléau, toute guerre confondue. Depuis la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois qu'il y a un conflit où il y a l'espace maritime en jeu, il y a la menace mine qui fait face. Dans le détroit d'Ormuz, les Iraniens ont possiblement posé plusieurs types de mines. Elles peuvent être flottantes ou entre deux eaux. Dans ce cas, elles explosent lorsqu'un navire les touche. D'autres se déclenchent quand elles captent une masse magnétique ou des éléments acoustiques. L'explosion sous-marine provoque alors une onde de choc, une bulle de gaz qui peut soulever le navire. Sur ce bateau, l'un des drones sonars utilisés par la marine française pour repérer les mines de fond, il est mis à l'eau. Il va partir de manière autonome réaliser son travail de recherche, de chasse. Le travail de ce drone, ça va être de nous cartographier les fonds à l'aide de sonar. Une fois qu'il aura fait toute cette chasse, on va le récupérer en surface. Plus sophistiqué encore, ce bateau sans pilote, acquis par la marine belge, est muni de drones robots. Aucun risque de sauter sur une mine, puisqu'il n'y a personne à bord. Le drone va détecter et identifier chaque mine. Il transmet en temps réel toutes les informations à des bateaux ou des centres de commandement situés en zone sûre.
Puis, un autre engin va neutraliser la cible. Mais sait-on combien de mines les Iraniens ont posées? Peut-être 10, peut-être plus, peut-être aucune. C'est vraiment une arme très stratégique parce qu'elle est dissuasive sans avoir besoin d'être employée. Pour simplement vérifier la présence et le nombre de mines dans le détroit d'Ormuz, il faut au minimum 2 semaines. La reprise complète du trafic maritime n'est pas pour demain. Toujours autour de cet accord, les États-Unis et l'Iran, mais aussi leurs alliés respectifs, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s'engagent à ne pas initier de guerre ou d'opérations militaires l'un contre l'autre et à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force l'un contre l'autre, tout en garantissant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. France 24. Le Liban est-il vraiment concerné par l'accord entre l'Iran et les États-Unis? Oui, à en croire le premier point qui stipule la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Quelques mots d'ailleurs brandis par le Hezbollah comme une victoire de l'Iran sur les États-Unis. Tout d'abord, nous tenons à féliciter le peuple iranien, la résistance, ainsi que les pays et les peuples de la région et du monde entier qui aspirent à l'indépendance et à la liberté pour cette grande victoire. Confiant, le mouvement chiite dicte même ses conditions concernant des pourparlers avec Israël. Pour lui, les négociations entre le Liban et son voisin doivent uniquement se limiter à un accord de sécurité mutuelle. Sauf que le Hezbollah ne prend pas part aux discussions de paix directes déjà initiées entre les deux pays. Le président libanais Joseph Aoun affirme d'ailleurs que l'accord de paix Iran-États-Unis doit être dissocié du Liban et insiste pour que les négociations directes avec Israël se poursuivent. Les assurances que nous avons reçues et ce sur quoi nous insistons est que le processus des négociations est indépendant, même si nous appuyons certainement le cessez-le-feu et tout pays qui nous vient en aide, y compris l'Iran. L'État libanais est maître de ses décisions. Depuis 2 mois, le Liban mène des négociations directes avec Israël sous l'égide des États-Unis. Une 5e session de discussion est d'ailleurs prévue le 22 juin à Washington. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.